Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous pour toutes les raisons que vous avez dites et auxquelles j'ajoute mon respect immense pour le Sénat en général et pour cette commission en particulier, qui m'est déjà arrivé de voir dans les temps passés pour différents sujets. Mais jamais elle n'a été aussi nombreuse, je dois le reconnaître. Et j'en suis évidemment très heureux, puisque c'est la marque de votre intérêt pour ces sujets si décisifs pour notre pays et dans un contexte si particulier où nous visons tous un optimisme français, une possibilité d'ouvrir l'avenir grâce à l'éducation. Et évidemment, mes premiers mots seront pour dire que l'école que je souhaite faire avancer au cours des 5 prochaines années est une école de la confiance. Ce sera le mot clé que j'utiliserai pour l'ensemble des mesures que j'aurai à prendre. C'est celui d'école de la confiance pour une société de la confiance. J'utilise cette expression parce que aujourd'hui, dans le monde, lorsque je regarde les écoles, les systèmes scolaires qui fonctionnent, et il y en a, ce qui les caractérise avant tout, et qui fait la différence avec le système français, c'est l'existence d'une confiance diffuse dans l'ensemble du système, confiance de tous les acteurs les uns vis-à-vis des autres, et confiance de la société dans son école, et au sein de l'école, confiance des différents acteurs entre eux, et in fine des familles dans l'école, de l'école dans les familles, et du chef d'établissement, des professeurs, et enfin des élèves, et in fine des élèves en eux-mêmes. Or, nous le savons, les enquêtes le montrent, les élèves français font partie des élèves au monde qui ont le moins confiance en eux-mêmes, ce qui a à voir d'ailleurs avec la question de l'optimisme, de la projection dans le futur. Je sais très bien que lorsque je dis cela, cela peut rencontrer un certain scepticisme, ne serait-ce que parce que la situation d'aujourd'hui, c'est que cette confiance est en partie émoussée, et que beaucoup de discours ont été tenus, et que aussi beaucoup de clivages se sont cristallisés avec le temps. Mais je formule l'espoir que, à la faveur des circonstances particulières dans lesquelles nous sommes, il soit possible, en France comme dans d'autres pays, d'avoir un consensus français autour de l'école, et de le faire notamment à partir d'une méthode. Et cette méthode, elle a fondamentalement deux piliers. Un pilier qui est la participation de la société aux définitions des enjeux de l'école, et évidemment au premier rang de la société la représentation nationale, et puis d'autre part la capacité à avancer à partir de lumières démontrées. C'est pourquoi, vous le savez, j'attache une grande importance aux comparaisons internationales, à la science, à différentes disciplines au sein des sciences qui peuvent nous éclairer. J'insiste beaucoup sur les sciences cognitives, mais on doit prendre aussi toute la mesure de la révolution numérique pour l'ensemble de nos enseignements. Et puis enfin, l'expérience et les expérimentations. L'expérience parce que tout ne commence pas aujourd'hui. Nous avons plusieurs décennies, voire siècles d'expérience en matière scolaire. Nous avons une magnifique trajectoire française, un doute qui s'est insinué depuis un certain nombre d'années. Et nous pouvons regarder nos forces, nos erreurs, nos faiblesses, et à partir de là avancer. Et puis nous pouvons créer des expérimentations et avancer aussi à la lumière de cela. Je le dis d'autant plus que je vois bien qu'on doit faire des progrès dans bien des domaines, à commencer par le débat public, dont j'expérimente déjà depuis 5 semaines qu'il pourrait être davantage éclairé lorsque on voit différentes expressions se formuler. Cette école de la confiance, elle suppose évidemment de définir de grandes priorités. Le président de la République a été très clair pendant la campagne. La première des priorités, c'est l'école primaire. Cette école primaire est d'une certaine façon la mère de tous les enjeux. Au sein de l'école primaire, c'est même les premières années de la vie qui sont importantes. Avant l'école, ce qui se passe de 0 à 3 ans, ou même de 0 à 2 ans. L'école maternelle, bien sûr, le CP et le CE1, qui sont des moments clés. Et nous savons très bien que l'énergie, la volonté que nous marquons dans ces années-là, eh bien, seront décisifs pour lutter réellement contre les inégalités. C'est évidemment pour lutter contre la première des inégalités, qui est l'inégalité devant le langage, que le président de la République a fixé, avec le Premier ministre, cette priorité, et c'est cela qui inspire la première des mesures sur laquelle je vais insister maintenant. En effet, la mesure de dédoublement des classes de cours préparatoires en REP+, comme on dit, cette mesure est la pointe avancée d'une politique plus générale vis-à-vis de l'école maternelle, le CP et le CE1.
Mais pour cette mesure, comme pour les 3 autres dont je vais parler aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'étant arrivé à la fin du mois de mai, pour une rentrée en septembre, et voulant démontrer qu'il n'y avait pas d'impuissance publique sur ces sujets, mais qu'on pouvait agir dès la prochaine rentrée, eh bien, nous avons souhaité être en mesure d'accomplir cela. J'entends tout ce qui m'a été dit sur cette question déjà, et il y aura sans doute des questions inspirées par cela sur notre rapidité. Bien entendu, elle vient en contrepoint d'autres reproches que l'on peut entendre parfois sur l'immobilisme de l'éducation nationale. Ce que nous avons voulu démontrer au cours des dernières semaines, c'est qu'il y a au contraire un volontarisme, une capacité d'action de l'éducation nationale, qui plus est sur un sujet qui peut faire consensus, parce que s'il a inspiré la campagne du président de la République, ce n'est pas par hasard, c'est parce que des études montrent que le dédoublement des classes dans les toutes petites classes a réellement un impact, et que c'est à ce moment-là que le sujet du taux d'encadrement peut en effet être posé avec efficacité. Alors, c'est évidemment quelque chose qui pose des défis pratiques, et je ne l'ignore pas. Et de ce point de vue-là, je dois dire que nous avons rencontré un très bon accueil des communes, même si nous savons bien que toutes les communes ne peuvent pas arriver à 100% de l'objectif pour la rentrée prochaine. Nous l'avons dit dès le début, et ça ne doit pas être vu comme un problème. L'objectif est, vous le savez, pour la rentrée 2018, d'arriver au dédoublement des CP et des CE1 en REP et en REP+, et nous avons plusieurs mois pour nous y préparer. Mais il était important d'agir déjà, d'agir dans un sens qui, je le dis au passage, concerne aussi tous les CP de France, parce que j'ai parlé de pointe avancée pour les REP+, mais pour tous les CP de France, ce que nous voulons, c'est un volontarisme pédagogique nous permettant de faire en sorte que les enfants sortent de CP avec les compétences attendues en lecture, écriture, calcul, car si ça n'est pas fait à ce moment-là, ça n'arrivera pas facilement plus tard, nous le savons très bien. Si je n'avais qu'un sujet à traiter, c'est évidemment celui-là, il est celui qui habite totalement mon esprit pour arriver à des résultats concrets et qui, je crois, sont attendus par tous nos concitoyens. La mesure REP+, est donc encore une fois une pointe avancée, une mesure emblématique, avec une efficacité que nous attendons. Je pense que, d'après les remontées des académies que nous avons aujourd'hui, elle pourra s'accomplir dans 70% des cas. Je tiens à se dire aussi, par rapport à d'éventuelles contradictions que l'on pourrait voir avec le dispositif plus de maîtres que de classes, qui n'a jamais été aussi populaire que depuis que nous avons envisagé ce dédoublement. Par rapport à ce dispositif, je voudrais dire que nous ne l'avons pas éteint. D'abord, nous l'avons reconcentré sur CP-CE1, c'est-à-dire nous sommes revenus à l'esprit de cette mesure, puisqu'au début, les circulaires d'accompagnement disaient que ça devait être en CP-CE1. Et puis, nous continuons à la mettre en œuvre, dans une moindre mesure que précédemment, mais nous la mettons en œuvre. Et nous lui donnons une chance par l'évaluation, évaluation donc que nous attendons de manière scientifique pour la fin de l'année 2017-2018. Je tiens à dire que c'est important de jouer le jeu de cette évaluation. Je tiens à dire que nous ne devons pas être dans l'esprit d'opposer les dispositifs entre eux, ne pas confondre les moyens et les fins. Ce qui compte à la fin, c'est la réussite des élèves de CP. Et tant mieux si plusieurs chemins permettent d'y arriver. Mais simplement, quand on regarde les études nationales et internationales, tout ce qui ressemble à plus de maîtres que de classes jusqu'à présent dans le monde entier n'a pas donné de résultats. Tout ce qui ressemble au dédoublement des classes de CP a donné des résultats. Ce n'est pas toujours agréable à entendre pour tous les interlocuteurs, mais c'est la vérité. Donc nous donnons une chance au dispositif plus de maîtres que de classes, et tant mieux si la France est la première au monde à prouver l'intérêt de ce dispositif, mais il faut que ces choses-là soient dites. Donc le dédoublement aura lieu à la rentrée prochaine. Il sera encore une fois la preuve que nous sommes capables d'avancer de manière organisée et efficace. Et c'est évidemment quelque chose qui sera accompagné de mesures qualitatives, car évidemment, le dédoublement n'est pas en soi l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut faire. Nous savons même que si nous faisons le dédoublement seulement, nous pouvons n'avoir aucun résultat s'il n'y a pas à côté de cela une politique de ressources humaines, une politique de formation initiale et continue. Vous avez évoqué, Madame la Présidente, le rapport du Sénat sur la formation continue des enseignants et l'alerte du Sénat sur la formation continue des enseignants. Je partage totalement cette analyse. Nous avons, parmi d'autres dossiers, un renouveau complet de ce sujet à avoir, et ceci devrait nous conduire, dans les temps à venir, à avoir une formation continue des maîtres et maîtresses de CP extrêmement
dense et intense pour arriver à nos objectifs. Ceci s'est accompagné aussi d'une politique de ressources humaines. Nous voulons des maîtres et des maîtresses expérimentés en CP. Et ceci s'accompagne d'une politique aussi d'accompagnement par des outils pédagogiques. Nous avons réuni jeudi dernier tous les inspecteurs de l'éducation nationale de France concernés par cette mesure pour qu'ils disposent de tous les outils pour cela. Nous l'avons fait d'ailleurs en présence des meilleurs spécialistes français des sciences cognitives, de façon à ce que les IEN qui supervisent ces opérations soient au fait des tout derniers progrès qui existent dans le domaine des sciences de l'éducation sur ces sujets-là. Donc nous voulons être au cœur de la philosophie de l'éducation prioritaire, qui est de donner plus à ceux qui ont besoin de plus. C'est un effort majeur que nous faisons. C'est la condition de cette excellence dont j'ai parlé en arrivant. C'est la condition même d'une réalité du pacte républicain. Et c'est une mesure, je pense, qui, dans une société de confiance, devrait faire consensus. Et je pense qu'elle le fera quand nous en aurons les résultats, parce que nous sommes en train de nous donner les moyens de réussir. J'espère qu'elle permettra de dépasser les clivages politiques, syndicaux, qui trop souvent, finalement, voilent et empêchent d'avancer sur certains sujets. Sur la question devoir fait, je souhaitais